Salut Wissam Salut, Bentikouk, ça va très bien. Toi, très bien. Ben, on est très contents, on est à la belle aventure pour la 48e édition du Poitiers Film Festival. Comme tu le sais, avec notre média Quartier Libre, on a posé nos micros pendant toute la semaine du festival. 8 jours. 8 jours, toi, ou plutôt 5 pour toi, parce que tu fais Jump In. Ouais. Mais t'es déjà venu l'année dernière. Ouais, ben, que 2 jours. Que 2 jours. Voilà, ouais. Pour présenter ton court-métrage qui s'appelait Mourir à Oujda. Ouais, en compète So French, c'était trop cool. Premier festival français, donc ça m'a fait de l'émotion et ça c'est bien fini vu que j'ai eu le prix. Exactement, le prix du jury So French. Ouais, grave, c'était trop bien, vraiment beau souvenir, ouais. Et aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler un peu de tes tout débuts. On va parler de la résidence La Fémis. On a fait un podcast hier en plus, donc on va rebondir sur plein de trucs. Ouais. On va parler pas mal du film de Mourir à Oujda. Trop bien. Et puis de la suite, puisque là, tu es en Jump In, donc il y a une suite. Ouais, déjà, est-ce que tu peux nous raconter ton amour pour le cinéma ? Quand est-ce que ça a commencé ? C'est quoi le déclic qui a fait que tu t'es dit, le cinéma, j'ai vraiment envie de faire ça ? Il n'y a pas eu un déclic net du jour au lendemain, mais je sais que j'ai grandi dans les films, dans le visionnage de cassettes et de DVD depuis que je suis tout petit, mais c'est plus vers 15 ans que j'ai compris que c'était ça le truc, que c'était ça que je voulais faire. Comment je sais pas trop, hein. J'ai toujours créé des choses, créé des personnages. Certains de ces personnages me passionnaient tant que je voulais créer leur histoire, et certaines histoires me passionnaient tant que je voulais les rêver, les imaginer. Et un jour je me suis dit, parce que j'aimais beaucoup quand je faisais tracher en voiture, genre écouter de la musique et imaginer des histoires avec mes personnages. Et un jour je me suis dit, putain, ce serait trop bien que quelqu'un fasse ça en film, voir ça sur un écran. Mais là je me suis dit, mais en fait il n'y a que moi qui peux le faire, donc ça sert à rien d'attendre. Voilà, c'est ça, donc let's go. Et donc vers 15 ans j'ai voulu faire ça. J'ai vite compris que, j'ai eu envie de rattraper un retard que je sentais avoir. J'avais beaucoup de choses à apprendre, je sentais, vu que j'étais très jeune. Et j'avais plein de films à voir. Du coup, j'ai un peu délaissé les études du lycée. J'ai quand même eu mon bac pour ma mère, faut pas trop l'affoler. Mais j'étais à fond sur le ciné depuis 15 ans. Je faisais mes films à côté. Voilà, dans la débrouille. Et voilà, ouais. Et t'as regardé beaucoup de films. Quand on lit un peu ta bio, c'est plutôt les films américains, asiatiques, européens. Qu'est-ce que t'aimes dans ce cinéma-là ? J'aime beaucoup le cinéma de genre. Ce que j'aime beaucoup, des fois, c'est un peu bête, mais des fois, c'est des films un peu ratés. On sent une tentative qui n'a pas marché, et je trouve ça trop touchant, je sais pas pourquoi. Et il y a une naïveté que j'aime beaucoup. C'est des films qui sont assez communautaires. Quand tu vois les films de Blaxploitation, par exemple, j'aime beaucoup cette idée d'être fier de sa communauté et de l'embellir, de la célébrer à travers le cinéma, en lui donnant des rôles que normalement elle n'a pas. Après, c'est toujours des thématiques qui me plaisent, à savoir la vengeance, le gangstérisme, etc. Tout à l'heure, tu as parlé de mettre en image un peu les histoires qu'on s'imagine. C'est un peu ça le cinéma. Mais il y a aussi toute la partie scénario, écriture. Toi, tu te sens comment sur l'écriture ? C'est quelque chose que... comment est-ce que très vite t'as écrit ? Est-ce que c'est arrivé plus tard ? Non, c'était dur ça en vrai. Je suis plus un réalisateur en vrai. Je sens, il y a des gens qui sont très scénaristes, ils sont très dans la structure, dans la technique et tout. Il y en a qui sont plus dans le visuel. Ils ressentent les choses, ils ressentent des scènes, des émotions, et ils ont du mal à structurer des récits. Moi, je suis de ces gens qui ont du mal à structurer des récits. Donc c'est un petit parcours du combattant en vrai pour apprendre à faire ça bien, parce que sans scénario tu ne finances pas ton film. Il faut bien écrire pour faire son film, malheureusement de nos jours. Donc en vrai j'apprends, je joue au jeu, mais j'aime bien les films bien écrits, mais c'est dur de bien les écrire, donc c'est un peu dur pour moi, mais on travaille dessus tous les jours et ça va se faire. Et puis c'est quand même, le cinéma c'est aussi un travail d'équipe, c'est-à-dire que tu peux aussi co-écrire un film, donc tu peux te faire entourer un peu de gens autour de toi, quoi. Ouais, carrément. Là j'ai une co-scénariste sur mon court-métrage que je connais depuis longtemps, une amie du lycée justement, qui est super forte, et c'était un soulagement incroyable d'avoir quelqu'un à ses côtés qui a une clairvoyance trop forte, elle connaît pas mieux mon projet que moi, c'est pas possible, mais qui arrive à pointer les bonnes choses et me faire comprendre moi ce que je veux. C'est magnifique, c'est trop bien. Donc j'ai posé les bonnes questions, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai découvert les joies de la collaboration à l'écriture. C'est trop bien. T'es venu présenter ici l'année dernière ton court-métrage Mourir à Oujda. Mais d'abord, moi je voulais savoir, donc t'as commencé à 15 ans, c'est quoi ta toute première production ? Moi je suis de Villeneuve-d'Ornon, à côté de Bordeaux de base. Et à Bordeaux, il y a un truc qui s'appelle Kino Session, je sais pas si ça existe encore. Mais en gros, c'est une genre d'asso où les gens se réunissent, il y a un thème, à chaque fois une contrainte, et les gens se réunissent pour faire des films. Genre, il y a des réalisateurs et réalisatrices qui proposent des projets et les gens constituent leur équipe. Et moi, du coup, j'ai fait mon premier film en vrai dans cet asso-là. Ah, c'est nul, c'est nul. Le thème, c'était Il n'y a pas de planète B. Et du coup, j'ai fait un film, je sais pas pourquoi, d'où ça vient, mais sur Adam et Ève, je sais pas pourquoi, qui sont face au déclin de l'humanité, qui célèbrent leur dernier instant
d'amoureux. Vas-y, frère. Ouais, vas-y. Pas très fier de cette première production. C'était horrible, le traumatisme quand j'ai vu ce film en projection devant tout le monde, c'était horrible. Malaise, mais ouais. Et les retours des gens? Je sais pas. Mais en vrai, après, je suis un peu fier d'un truc. Le film, il est spécial plastiquement. J'ai testé des choses au moins. Et en vrai, j'ai testé. Bon, ça, je sais pas si ça marche. Je pense pas en vrai. Mais au moins, j'ai essayé un truc. C'est pas du tout un film narratif conventionnel. Enfin, j'ai vraiment joué avec la matière. Le film, il part en couille. Enfin, il y a plein de plans hyper serrés sur les visages, les bouches et tout. Il y a des couleurs. Enfin, vas-y, c'est un peu. J'ai un peu foutu le film en l'air au montage. Et moi, je trouve ça. Moi, je suis content d'avoir testé un truc, d'avoir tordu un peu la matière du ciné. Donc, bon, c'est nul, mais. Mais c'était ta première en même temps. Ouais, c'était traumatisant en vrai. Bref. Au total, t'as fait combien de productions? J'ai fait 3 courts-métrages du coup autoproduits et un produit, enfin mon film de fin d'études, Mourir à Oujda. Voilà. Et Mourir à Oujda, alors ça, tu peux en être fier parce qu'il est quand même incroyable. Ouais, je suis content, ça va. Ouais. Et donc justement, pour Mourir à Oujda, en fait, c'était ton projet d'école, de la résidence de la Fémis. Est-ce que d'abord, tu peux nous raconter ce que tu as appris à la résidence la Fémis et comment ça fait écho aujourd'hui à ton travail? Énormément de choses. Enfin, c'est incroyable, vu qu'on pratique énormément. Et suite à ces pratiques, à ces essais filmés, ces petits exercices, on a beaucoup de retours avec les intervenants qui nous accompagnent. Intervenants qui sont des professionnels du cinéma, dont parfois on admire le travail. Donc c'est toujours des retours incroyables à prendre. Donc je me suis mieux connu moi-même. Enfin, j'ai appris à me connaître encore plus parce qu'on pratique énormément. Et à débloquer un peu, parce que je suis vraiment quelqu'un qui pense beaucoup, qui théorise énormément trop et qui a du mal à passer à l'action, enfin qui avait du mal à passer à l'action. Donc j'ai appris à agir. Ça, c'est trop bien. J'ai appris la direction d'acteur. Enfin, j'ai pu faire mes premières tentatives parce qu'avant ça, c'était catastrophique sur tous mes films. J'avais aucune méthode. Et là, j'ai pu m'entraîner. Et l'écriture, en vrai, on a eu des premières clés d'écriture. Et pareil, on nous a appris à oser écrire, à arrêter de trop penser et à agir. Donc, j'ai appris à me connaître à travers la pratique. À faire quoi, finalement? À faire, et encore, tu faisais déjà, puisque tu t'as très vite autoproduit. Donc, tu faisais déjà. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a eu un moment clé un peu... En fait, j'ai foiré un tournage. C'était mon 3e film chez Kino Session, justement. Catastrophe, genre en plein tournage. Mais non, j'étais fou aussi. Il y avait 60 plans à tourner en une soirée. Ils m'ont laissé faire ça, mais bon, c'est pas de leur faute. Mais bref, le truc était catastrophique. Trop ambitieux, en fait. Mais non, mais trop, c'est même pas de l'ambition. Hein, c'est de l'impossible. C'est de la folie. Du coup, ça a foiré comme jamais. Et au lieu de continuer le film avec... la moitié qu'on a tourné, j'ai arrêté en plein tournage, j'aurais pas dû, en vrai, j'aurais dû garder les rushs et faire un truc. Mais en bref, depuis ça, je me suis trop remis en question. Et du coup, c'est là que j'ai eu une période où j'ai mis genre 4 ans avant de refaire un cours, parce que je faisais que réfléchir. Je voulais trop prendre de la distance, mais en vrai, c'est bon, j'avais juste peur de faire, en fait, et je me trouvais des excuses. Donc voilà. Et c'est à ce moment-là que tu as tenté du coup la résidence La Fémis? En fait, c'était un coup de fouet, La Fémis, parce que il fallait montrer un film qu'on avait fait. Et comme ce que j'avais, c'était trop vieux, je voulais pas montrer le truc d'Adam F bizarre là. Du coup, je me suis dit, ok, faut que je refasse un film. Et c'est l'occasion. Parce que j'ai une opportunité derrière. C'est pas juste un film pour un film. Oui. Ça veut dire que les gens vont le voir. Potentiellement, je pourrais être entré dans cette école trop bien. Donc j'ai fait un film, j'avais que 2 mois, 3 mois et demi, 2 mois et demi. C'était un peu. C'était horrible à faire. Très dur, mais je l'ai fait. Et voilà. Mais c'était horrible. Mais j'ai content du résultat, en vrai, ça va. Ce petit court-métrage que tu as envoyé à La Fémis, c'était quoi? C'était sur un baron de la drogue marocain qui a survécu à une attaque qui a été mortelle pour les autres et qui survit dans le secret dans une planque dans un appart à Paris et qui est partagé entre 2 options, c'est-à-dire revenir dans le truc et se venger et reprendre la main, ou se laisser un peu mourir dans l'anonymat, se laisser absorber par ce confort délicieux. C'est un huis clos assez cérébral et très simple en vrai, parce que c'est juste sur le papier, c'est un mec, tu le vois dans son appart, il prend une douche, il passe un coup de fil, il dort, et voilà, et il fait un cauchemar et c'est tout. Okay. Donc c'est très simple, mais j'aime bien. Et finalement, il y a quand même que 4 personnes qui sont choisies. Comment t'as reçu quand t'as su que t'allais rentrer au programme de La Fémis, de la résidence? C'est incroyable, c'est une libération. Tu dis ça y est, j'ai enfin un truc, je vais pouvoir un peu vivre de ça, enfin en tout cas faire des films tous les jours et grandir, rencontrer des gens et sortir aussi de mon isolement. Donc j'étais tout seul à réfléchir à mes films et je faisais rien. Donc là je m'étais dit putain je vais rencontrer des gens incroyables, peut-être me faire des contacts pour bâtir une carrière et tout ça. Donc waouh, incroyable, libération
suprême. Et pour toi, ça a bien marché, puisqu'il y a eu donc la résidence La Fémis, il y a eu donc ce film Mourir à Oujda qui a donc notamment eu un prix ici, tu l'as présenté en festival, et puis là, tu es sur Jump In. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est Jump In pour ceux qui ne connaissent pas? C'est trop bien, en gros c'est un workshop pour développer son long métrage, pour les gens qui sont en début de développement, en début d'écriture de long métrage, mais qui cherchent à avoir des clés d'écriture, à savoir comment organiser une stratégie de développement, quelle résidence viser, etc. Du coup, voilà, c'est une semaine d'accompagnement avec des intervenants, scénaristes, prod et distrib. Donc c'est trop bien. Et là, t'en es content, c'est ton deuxième jour, mais t'en es déjà plutôt content. Là, je sors de 2 rendez-vous incroyables avec Isabelle Fauvel et Dominique Wolinski. Et c'était sublime parce que c'est des personnes qui me font comprendre des choses qui sont... C'est bête, mais trop évidente pour que je me les ressasse et que je les assume sur le papier. Donc voilà, encore une fois, elles posent les bonnes questions, elles notent elles ont les bonnes remarques. Et j'ai déjà des pistes de réécriture pour la sortie, donc c'est trop cool. Alors on va parler un peu plus longuement de Mourir à Oujda, parce que j'avais envie d'en dire plein de choses. Il dure 20 minutes. Est-ce que tu peux juste nous faire un peu le synopsis, ça raconte quoi? Pour faire simple, c'est l'histoire d'un homme qui a perdu son père très jeune, qui n'a jamais pu lui dire adieu de quelque manière que ce soit, qui n'a jamais vu sa dépouille là où les autres ont eu le droit de le faire, et qui a grandi dans cette zone d'ombre, dans cette zone aveugle, et qui, à l'âge adulte, a suivi les pas de son père dans le narcotrafic et choisit d'une certaine manière de le rejoindre dans la mort parce qu'il sent que c'est le seul endroit où il peut le revoir. Donc il se fait tirer dessus, il se laisse mourir pour voir son père. Et même le petit cours que tu avais présenté pour le programme de la résidence La Fémis, ça parle aussi du narcotrafic. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette thématique? Surtout les gens en fait, les criminels qui gèrent ces choses-là. J'en ai rencontré quelques-uns au cours de ma vie, plusieurs rencontres. Et à chaque fois j'étais vraiment tellement touché en fait par ces gens qui sont monstrueux, c'est clair, et qui sont horribles. Mais leur part sensible m'avait jamais été racontée. Et quand j'ai vu ces gens, je me suis dit, mais c'est horrible. Et du coup, je trouve que leur position dans la société est très intéressante, vu qu'ils répondent à des choses qu'ils subissent, et que leur réponse contient énormément de clés, je pense, contient énormément des mots de cette société-là. Aussi, ça répond aussi au cliché raciste de l'arabe trafiquant qu'on subit tous, maghrébins en France. Et je trouve intéressant d'attaquer le truc droit dans les yeux, de prendre ces gens-là qui existent et de voir ce qu'ils sont vraiment. Et d'aller creuser dans leur humanité, sans cacher leur monstruosité, et de nuancer la chose et de comprendre un peu pourquoi ils sont comme ci, pourquoi ils sont comme ça. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne manière de faire peut-être avancer les choses, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve que c'est intéressant à faire. Mourir à Oujda, ça raconte aussi l'histoire d'un amour pour un père qu'on a perdu. Qu'est-ce que tu avais envie de montrer à travers cette relation père-fils? J'aimais bien aussi l'idée qu'il reste un petit enfant de 6 ans, tout mignon, tout triste, dans un adulte de 36 ans qui gère tout un réseau criminel international. Je trouve ça très touchant de révéler, de tirer un peu sur cette corde sensible, de révéler cette fragilité extrême dans un homme fort, d'apparence forte. Et moi j'aimerais envie de parler du film, c'est-à-dire qu'il y a à la fois pas mal de lenteur, pas mal de silence, tout repose un peu là-dessus. Comment tu as réussi à... moi en tout cas je trouve que c'est très réussi, c'est-à-dire qu'en 20 minutes, il y a beaucoup de silence, beaucoup de lenteur, et pourtant, pour moi, on savoure chaque seconde. Comment tu as réussi à faire ce pari de laisser autant de silence et autant de lenteur? Pour moi, le cinéma, c'est le temps, la durée. Tu vois, c'est ce que les autres arts, à mon avis, ne permettent pas de créer. C'est là que le cinéma se différencie, et c'est là-dessus que j'aime travailler, sur la durée, le temps, les silences. Je pense qu'il faut du silence pour laisser les plans exister, pour laisser les instants se dilater de manière presque... pour les faire même devenir presque étranges par instant. On se demande si on est encore dans la réalité ou non. Et comment ça marchait, je sais pas, j'y crois, je mets tout là-dedans, donc je pense que tous mes efforts vont là, donc heureusement ça a marché. Il y a aussi les acteurs, c'est-à-dire que les personnes que tu as choisies jouent beaucoup, c'est-à-dire qu'on les a en face de nous, et c'est aussi eux qu'on regarde en plus du silence. Est-ce que tu peux nous dire qui t'as choisi justement? Zakaria Kadoussi, incroyable acteur que j'ai eu le bonheur de rencontrer pour le casting du film. En plus c'est la première personne à candidater, que j'ai reçue en tout cas. Au début, je n'étais pas très sûr de son profil, vu que
sur son book de comédien et tout, il avait un truc très mannequin, très beau, très lisse. Et je me disais, ouais, je sais pas, mais vas-y, il a un truc dans le regard et tout, faut que je le rencontre. Quand je l'ai vu en vrai, c'était incroyable. On a fait un exercice en casting très intéressant où mon but c'était d'observer l'intériorité de l'acteur et de voir s'il surjouait ou non, s'il arrivait à vivre plutôt que de jouer les scènes. Du coup, je lui ai fait un exercice où je lui avais rédigé un texte où il se parlait un peu à lui-même. Où il parlait, je sais pas, à son inconscient. Bon, c'est un peu bizarre. Il récitait un texte un peu sur sa vie pour voir déjà comment il parlait. Parce que mon but, c'est de tester l'intériorité de l'acteur et sa manière de jouer. Est-ce qu'il vit les scènes ? Moi, je veux quelqu'un qui vive des scènes. Je suis pas très fan des comédiens qui proposent des trucs d'acteurs, qui créent des mimiques, ça j'aime pas. Et du coup j'avais cet exercice-là et surtout le second qui était très intéressant, c'est là où j'ai vu la différence, enfin où il était incroyable, Zakaria. C'était en gros un truc où il devait juste regarder face à lui et je devais le guider, en gros je devais guider sa pensée. Je décrivais ce à quoi il pensait, ce qu'il voyait. Et je voulais juste voir ce qu'il vivait. Est-ce qu'il commençait à me faire des trucs d'acteur, à me montrer qu'il joue un truc, à me proposer des choses ? S'il faisait ça, ça me plaisait pas. Lui, il n'a pas fait ça, il a juste vécu la chose. Et je l'ai vu vraiment se charger de quelque chose. Il faisait rien, juste il disait rien. Juste tout se passait dans le regard aussi, quoi. Incroyable, ça débordait de lui. Parce que voilà, c'était le but. Tout le film, il fait rien. Enfin, il est mutique. Il est juste là, un peu à regarder ou à... Je sais pas, dans l'intériorité. C'est vrai qu'il ne parle jamais. Non, il y a une réplique. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout, ouais. Et du coup, ça a été le match incroyable avec Zach. Ouais. Et t'as même pas eu besoin de voir beaucoup d'autres personnes, en fait. En vrai, par sécurité, j'en ai vu 2-3 autres qui étaient moins compatibles avec ce que je recherchais. Puis en vrai, on n'avait pas tant d'acteurs qui ont candidaté, vu que c'était assez précis ce que je voulais. Donc j'ai eu de la chance. Le premier que j'ai vu, ça a été le bon. Génial. Incroyable, ouais. Le coup de foudre d'acteur, quoi, finalement. Grave, trop bien. Et justement, oui, c'est ça, c'est que dans le film, tout se passe vraiment dans le regard. Enfin, t'as vraiment travaillé ça dans ce film-là en particulier. Ouais, carrément. C'était le but. Je suis fan de... Ça me fait un peu penser à Tsai Ming-liang et Lee Kang-cheng, qui est l'acteur qui l'utilise pendant tous ses films depuis le début de sa carrière. Et c'est pareil, un acteur très chargé. Il ne dit rien, il ne fait rien. Juste, il est là, il a sa tête. Là, et ça suffit, quoi. Voilà, c'est incroyable. Et ça, je trouve, c'est du pur cinéma, tu vois. Il n'y a pas de dialogue, c'est que du silence, c'est que des images, de l'inertie dans un truc qui est censé bouger. Donc, je trouve ça intéressant, ça crée des choses. Et est-ce que ça veut dire que tu vas rester avec cet acteur longtemps ? Bien sûr. Mon premier long métrage, j'ai envie qu'il incarne le rôle principal. C'est un peu dans la continuité de Moira Oujda, en vérité. Okay. Donc oui, en tout cas pour ce long métrage là, ouais. Et il est content de te suivre ? Mais bien sûr, on s'entend trop bien. La méthode, elle marche avec lui parce que j'ai une manière différente d'approcher la direction d'acteur. Et lui, ça lui va, il kiffe. Donc c'est trop bien. Humainement, ça va trop bien. Ça match, quoi. Ouais, de fou. Ouais, okay. Grave, c'est trop bien. Moi, j'aimerais aussi de reparler, parce que Moira Oujda, ça se passe à Oujda, au Maroc. Ouais. C'était un peu l'idée de revenir aux racines de ton père. Est-ce qu'il y a autre chose aussi que tu as envie de montrer avec le Maroc ? Peut-être aussi, moi, je repense à tous ces paysages qu'on voit et ces musiques traditionnelles. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le Maroc, finalement ? خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. Mon père était marocain, ma mère est française, et à la mort de mon père qui est arrivé quand j'étais très jeune, toute sa culture, toute l'identité marocaine est partie avec lui, et j'ai dû me la réapproprier moi-même à l'âge adulte. Vers 22 ans, c'est la première fois où je suis allé au Maroc. Il y a ce besoin existentiel de faire la paix avec ce que je suis, de mieux connaître ce que je suis, puisqu'en France, ce n'est pas facile à vivre d'être un Maghrébin. On ne veut pas que tu sois un Maghrébin, il faut que tu restes un bon Français tout blanc. Mais bon, quand tu ne l'es pas totalement, tu ne l'es pas totalement. Et du coup, voilà, j'ai eu ce besoin d'explorer tes racines, en fait. Mes racines à travers les films, justement. Voilà. Et puis, il y a quand même la beauté du paysage. Enfin, moi, je vois ce moment qui est hyper... qui prend quand même une place assez importante dans le film. D'ailleurs, t'as filmé ça comment ? En drone ? Non, non, pas du tout. J'étais à l'iPhone dans l'avion. Incroyable. Ouais, grave, j'ai filmé le ciel, quoi. Okay. Et ouais, j'ai eu la chance, c'était magnifique ce qui se passait quand le soleil il prend toute la place dans l'écran. Moi, je filmais, j'étais en mode, ça faisait 12 minutes que j'étais comme ça. Je bouge pas. Et ouais, c'était pas du tout prévu pour être dans le film. Hein. J'avais tourné ça avant et c'est au montage qu'on a trouvé ça, avec une monteuse trop forte, Mona Rossi. Et ça marche trop bien.
Ouais, je suis d'accord. J'ai cru que c'était au drone carrément. Ouais, il y en a, ils croient que c'est des travelling et tout, enfin des trucs vraiment faits pour et tout, rien du tout. L'iPhone. Vieux tel, ouais, c'est ça, à travers l'avion, c'est tout. Et la musique, puisque musique traditionnelle aussi qu'on entend à ce moment-là. C'est une sourate, ouais, une très belle sourate, tellement profonde, tellement belle, qui de suite emmène le film vers une dimension mystique, une dimension très haute et beaucoup plus complexe que ce que ça peut être sur le papier, quoi. Donc ouais. Et moi, j'ai envie de parler des lumières, puisque moi, de ce que j'en analyse, mais c'est ma propre analyse, c'est qu'on a à la fois des lumières très noires, c'est-à-dire que c'est la nuit, on voit pas grand-chose, et on a les lumières blanches de l'ambulance. Et donc là, très lumière hôpital, en fait, pour moi, c'est un peu les lumières entre la vie et la mort. Ouais, carrément. Comment tu as travaillé ces lumières, du coup ? C'est avec mon chef-op, Marty. C'était notre défi, c'était de pousser le truc jusqu'au bout, à la limite de on voit pas assez. Et c'est marrant parce qu'à l'école, à la FEMIS, il m'avait fait ce reproche. Il était en mode on voit rien, c'est pas bien. Je l'avais vas-y, n'importe quoi. C'est ça tout le sens du... ouais, exactement. Enfin, c'est la nuit on voit rien. C'est con, c'est bon, c'est tout. J'ai pas envie de faire des fausses nuits de cinéma toutes bleues. Donc non, c'était le but d'être dans l'obscurité. On parle de quelqu'un qui n'a pas vu les choses, qui est dans une zone aveugle. Et je trouvais ça intéressant, vu que c'est très long, très lent, de bien s'immerger dans le moindre détail, tu vois, la pupille se dilate. Et du coup, voilà, mais j'étais content quand Thierry de Peretti m'a dit, parce qu'il avait mon film, j'ai eu trop de la chance pour me faire des retours, il m'a justement encouragé à assombrir encore plus. Wow. C'est là que je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai fait le bon choix. Donc ça m'a encouragé. Et oui, après, ça fait des contrastes super intéressants avec déjà le plan... depuis le ciel, où il y a le soleil qui d'un coup vient te mettre un énorme shot de lumière dans les yeux, et après la lumière blanche de l'ambulance qui, oui, ça fait des contrastes. C'est un film en plusieurs tableaux qui s'opposent mais qui s'assemblent en même temps, donc voilà. Et ce qui marche hyper bien dans une grande salle avec plein de monde aussi. Fou, bien sûr. En plus c'est marrant, j'ai une anecdote un peu drôle parce que je sais que les lenteurs, ça peut déranger certaines personnes. Et la première projection que j'ai faite, hors école et tout, c'était à Rome, au Medfilm Festival. Et du coup, c'était un public totalement que je connaissais pas et tout. Et je vois, il y a un homme âgé, un petit vieux qui regarde le film. Et je vois, il commence à se faire chier devant la scène de l'agonie. Il s'endort ou il fait quoi ? Il commence à se lever, il marche un peu. Genre, il sort de son rang, il se met sur l'escalier. Et là, d'un coup, t'as l'image du... Non, t'as la musique, t'as le chant qui démarre, il s'arrête. Il fait OK, mais il descend les marches doucement. Et là, t'as le plan des montagnes. Là, il s'arrête, il regarde. Après, t'as le plan de l'ambulance et il se rassoit. C'est intéressant. Génial. J'ai vu son parcours intérieur en live. Il s'est dit, cool. Il se passe un truc. Ouais, exactement. Du coup, c'était trop intéressant. Parce que le film, on dirait qu'il se termine à chaque fois. Enfin, on sait jamais quand c'est la fin, donc c'est marrant. Il a cru que c'était fini, peut-être. Ouais, c'est ça. Et que ça a bouclé avec le début, vu qu'il est mort. C'était marrant. Ouais. Alors, une dernière question sur Moreira Oujda. En même temps, on parle de silence et tout ça, mais moi, j'ai été hyper marquée par un son. Peut-être parce que je suis aussi très concentrée sur les sons, mais le chant des oiseaux. C'est tellement beau et ça dit aussi de plein de choses de l'heure. Comment vous êtes allé chercher ce son d'oiseaux ? C'était pas prévu. Juste, il y avait des oiseaux sur le tournage la nuit. Ah oui. Et on a choisi de les garder au montage et de les retravailler, de bien les incorporer. Et c'était magnifique. Enfin, l'ambiance, même sur le plateau, c'était sombre. Enfin, c'était bizarre, un mec qui meurt et tout. Mais ça donnait une dimension qui n'a rien à voir avec ce qu'on filme. C'est un mec qui meurt autour de cadavres et tout. Mais t'as des petits oiseaux qui chantent. Pour moi, ça me rappelle un peu l'enfance. C'est très onirique. T'as l'impression d'une aube qui se crée alors que ça reste sombre. Ça contraste avec les balles dégueulasses et tout. Et un espèce d'hommage aussi. Il y a un silence avec ces oiseaux. Ça fait une sorte d'hommage, je trouve. Tu l'as senti comme ça, intéressant. C'est-à-dire genre, une forme poétique pour dire au revoir à ces corps qui... Ouais, c'est vrai. Ouais, un chant de la nature un peu. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est beau. Exactement, il y a cette dimension-là. Ça donne une dimension un peu mystique aussi, que je trouve très intéressante. Mais ouais, en tout cas, c'est poétique et c'est vrai que ça plaît en général. Les gens me font la remarque, donc c'est cool. Et j'ai pensé que moi, vous l'avez ajouté en fait au montage, mais non, c'était en direct. Ça. Ouais. Et après, on l'a retravaillé, bien évidemment. On l'a amplifié. Il y avait certaines personnes qui étaient contre, d'ailleurs, quand on faisait des projections tests. Mais moi, j'étais 100% sûr qu'il fallait le garder. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé de direction d'acteur et que tu avais ta propre façon de diriger. Ouais, tout le monde. Et puis surtout, tu disais hier au podcast de la FEMIS, de la résidence de la FEMIS, que pour toi, c'était hyper important quand on est réalisateur de faire cette direction d'acteur. Et toi, donc, comment tu gères ça ? Comment je fais ça ? Moi, je suis dans une méthode où je ne répète pas, en tout cas pour l'acteur principal, parce que mes films sont vraiment auto-centrés sur un personnage. Je ne répète pas les scènes qu'on filme. Ce que je fais en répète, c'est je prépare tout ce qu'il y a avant.
Là, on fait des retakes, des machins, on va vraiment bosser ce qu'il y a avant, ce qu'il y a 10 ans avant, 30 ans, je sais pas, ou une semaine ou une heure. Et le but, c'est d'ancrer l'acteur dans une réalité, la réalité de son personnage. Il donnait plein de choses matérielles. Par exemple, le personnage était dans sa voiture, Sharif, à l'arrière de sa voiture. Avant que les coups de feu arrivent, il attend quelque chose. Moi, je voulais qu'il vive vraiment la scène. Moi, je veux qu'il vive et pas qu'il joue, bon, comme tout le monde. Mais voilà, ma manière de faire ça, c'était, je lui ai fait faire un tour de quartier avant. Et je lui ai dit, ok, là, il y a un hôtel juste à côté. En gros, je lui ai créé toute une sous-séquence où il savait ce qui se passait avec cet hôtel. Il y avait des machins qui arrivaient là. Il attendait un truc très précis. Et c'est ça le but, c'est dans les choses extrêmement matérielles et de donner un objectif clair et précis à l'acteur. Il doit vouloir quelque chose au moment où il joue sa scène. Comme ça, il ne joue pas, il vit, parce que son but, c'est vraiment d'obtenir la chose. Sauf qu'il est face à d'autres acteurs qui, eux, veulent autre chose, veulent autre chose. Et c'est là que tu as des vraies émotions. Tu vois, je vais pas les dire, sois énervé. Oui. Je vais lui dire, toi, ton but, c'est d'obtenir ça. Mais lui, en face, je vais lui dire, ton but, c'est de résister. Et ça va être la conséquence, il va s'énerver de lui-même. Je vais pas dire de s'énerver. Et d'expliquer pourquoi aussi il doit s'énerver. Enfin, il y a aussi ça, c'est mettre du contexte. Parce que ça va naître tout seul, en fait. La colère va naître tout seul. De l'objectif qu'il doit avoir, tu vois. Et ça, c'est intéressant. C'est là qu'il y a des vraies émotions qui viennent. Les larmes à la fin, c'est ça, tu vois. Je lui ai pas dit de pleurer. Juste, je lui ai expliqué les choses et de lui-même, du coup, ça a créé des larmes, ça a créé de la tristesse. C'est une conséquence. Donc, c'est très dur de trouver le bon objectif. Mais voilà. Incroyable. Ok. Ça a marché, c'était cool. Donc là, tu es à Jump In. Est-ce que tu as le droit de nous dire un peu sur quoi tu travailles, un peu l'écriture de ce long? Donc, ce serait une suite un peu de Mourir à Oujda? Un peu une extension de ce projet. Ça reste dans ce thème d'un film de deuil. Sauf que là, on prend plus ça prend plus une tournure d'un film de cavale, une chasse à l'homme, quelqu'un qui fuit la police et qui se fuit lui-même, qui est en crise existentielle et qui se cherche et qui, durant sa cavale, kidnappe une famille et comprend ce qu'il veut à travers cette famille, à travers ce trio, à travers cette cohésion qu'il voit chez ces gens qui restent unis malgré l'adversité qu'il impose. Il voit comment l'amour les tient ensemble et ça le renvoie à sa propre histoire familiale et à la perte de son propre père. Et donc le personnage rebobine le fil de sa vie pour arriver à l'origine de ce qui a causé sa chute en début du film et ce qui a causé toute la cavale. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais bref. Si, c'est très clair. Sur ce thème de deuil, comme d'hab, trafic, machin. Et avec toujours un personnage qu'on suit tout au long, quoi. Ouais, vraiment auto-centré sur un personnage. On va dans sa tête, dans son intimité. Il y a même des fois des décollements de la réalité où ça devient un peu hypnotique par moments. On a hâte. On disait hier que quand même le parcours d'un cinéaste, quand il passe du court au long, faut s'armer de patience. Comment toi tu vois, comment tu vas gérer un peu ce long temps où il faut justement être patient? Y a pas de choix, faut trouver des méthodes, c'est très dur. Le plus dur, c'est de devoir faire un taf à côté qui t'empêche d'être à fond sur ton projet. C'est horrible, c'est insupportable. Donc j'essaie de tenir bon jusqu'au moment où je vais enfin être un peu rémunéré pour pouvoir faire ça à 100%. Parce qu'en vrai, si j'étais payé à faire ça, je m'en foutrais. Si ça prend 20 ans, je m'en fous parce que c'est un temps dont tu as besoin parce que tu écris pendant ces années-là. Il faut du mental, il faut y croire. De toute façon, quand tu te lances dans cette voie, t'as déjà sacrifié beaucoup de choses normalement pour en arriver jusque-là, donc t'es prêt à aller au bout, quoi. Et peut-être tenter des résidences d'écriture ici ou là. Oui, la stratégie après c'est ça, c'est de faire des résidences, enchaîner les workshops comme Jump In, les labs, etc. pour rencontrer du monde, avoir des bons retours, sortir de cette solitude un peu d'écriture qui est bonne par moment, mais des fois t'as besoin de voir des gens, quoi, d'avoir des retours. Oui, parce que le parcours d'un cinéaste, c'est aussi un peu lié à la solitude. Il y a le moment où on tourne, où il y a du monde, mais toute la partie écriture, t'es seul, quoi. Mais c'est marrant, parce que c'est vraiment t'alternes entre solitude extrême et moments où il y a beaucoup de gens. Genre les festivals, c'est que des rencontres, c'est trop bien, mais tu vois tellement de gens, alors que juste avant, t'étais en montage, t'étais en solitude extrême. Avant le montage, t'étais en tournage, t'étais sollicité par tout le monde. Avant ça, t'es en écriture, t'es solo extrême. T'alternes tout le temps entre les deux. Ouais, c'est ça, donc c'est marrant. Et je voulais te poser une autre question, c'est par rapport à Jump In. Là, t'as fait que 2 jours, c'est difficile de se projeter, mais t'espères repartir avec quoi de ces 5 jours? Avec des bonnes pistes de réécriture, et c'est déjà le cas, donc je suis content au premier jour. Au bout de 2e, bien joué. Presque. Et des bonnes pistes de réécriture, une stratégie de développement plus solide sur comment je fais, comment je veux voir les producteurs, comment je vends mon film, comment je défends mon film, sur quoi je dois le défendre, comment le défendre, parce qu'on me met à l'épreuve à chaque rendez-vous, donc c'est intéressant. Peut-être un peu de contact,
c'est cool. Aussi, l'exercice du pitch me fait un peu peur parce que je suis de nature plus réservée, timide et tout. Je suis pas très habitué à prendre la parole en public et tout. Donc, mais je suis prêt et j'ai hâte de le faire, quoi, pour le faire une bonne fois pour toutes. Parce que ça va être récurrent, je pense. Et être de plus en plus à l'aise, c'est l'exercice qui fait que. Voilà, donc j'ai hâte de faire ça et de repartir en étant fier, en mode yes, je l'ai fait. Voilà. Hier, tu as aussi dit un truc, c'est que tu as l'air d'être hyper exigeant avec toi-même et de regarder tes films à maintes et maintes fois pour améliorer. Là, aujourd'hui, tu penses où est-ce que tu dois t'améliorer avec tous les films que tu regardes? Justement, l'écriture. Est-ce qu'on peut parler d'amélioration? Je sais pas, mais de prendre des choix plus clairs sur l'écriture. Est-ce que je pars sur un film écrit, structuré, où les choses sont concrètes et claires, ou est-ce que je pars à l'inverse sur une expérience plus immersive, moins narrative? Faut que je fasse des choix, j'ai fait mon choix, ce sera la narration. Et du coup, maintenant, maîtriser cet art de la narration, comment réussir à être dans les règles, sans tomber dans un truc plan-plan parce que c'est trop lisse. Voilà, ça va être le truc à découvrir. Puis gérer un long, ça va être quelque chose, parce que j'ai toujours fait des cours, ça prend 6 jours de tournage, ça va. Ma toute dernière question, c'est de savoir quel est un peu le cinéma que tu rêverais de faire dans quelques années. Où est-ce que tu te vois, quel type de cinéma tu rêverais de faire? Je ferais ce que je pourrais faire déjà. Mais je pense continuer dans la voie des films de gangsters, dans les films de genre, des films de crime. Toujours des films centrés sur la mort, sur un personnage, sur ses troubles internes, sur ce qui le rend à la fois touchant et horrible, sensible et monstrueux. J'aime beaucoup le paysage Taïwan, vu que j'ai une compagne taïwanaise et on a un peu une vie là-bas aussi. Et le film que je présente ici a une partie à Taïwan et au Maroc. Donc vas-y, si à l'avenir je peux faire des films là-bas, c'est cool. Et non, puis on verra, déjà je fais ce truc-là, on voit ce qui me reste, ce que je dois faire par la suite, puisque c'est toujours un parcours intérieur, tu vois, c'est un besoin vital de moi, j'ai besoin de grandir en moi-même, et ce film me le permet. Quand je l'aurai fait, je verrai où je serai intérieurement, et je verrai quels seront mes besoins, et je les écouterai, et on verra. Génial. Merci Wissam. Merci à toi. À bientôt. Merci, ciao.